Bon, on va là aller séparer les fonctions de ministre et les fonctions des mandats locaux. Bon, pourquoi pas? Mais je trouve que c'est chipoté quand, à l'Élysée, on a un conflit d'intérêts géant et vivant. La semaine dernière, lundi dernier, juste après le congrès où M. Macron est venu amuser ou ennuyer la galerie à Versailles, juste après qu'il rejoignait dans le palais de l'Élysée, il rejoignait le Dolder. Vous savez ce qu'est le Dolder? Ce sont les géants de l'industrie pharmaceutique. Les 30 plus grandes membres de l'industrie pharmaceutique et à leur tête Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, se trouvaient dans les palais de l'Élysée, ce qui ne figurait pas à l'agenda présidentiel. Le lendemain matin, le compte-rendu de cette réunion ne figurait pas non plus sur le site de l'Élysée. Oui, fort bizarre. Fort bizarre quand la veille, le dimanche, on apprend sur France Info que l'usine Sanofi de Mourinx, qui fabrique la Dépakine, a rejeté 190 000 fois plus de rejets autorisés que ce qui n'était autorisé. Ça a été très largement dépassé. Quand il y a eu une étude la semaine d'avant, rendue publique pour une fois par l'Agence nationale de sécurité du médicament et par la CNAM, sur le nombre d'enfants qui souffrent d'autisme à cause de la Dépakine et qu'on est entre 16 000 et 34 000, que Sanofi refuse d'abonder le fonds, que Sanofi refuse les conclusions de ces études publiques. On se dit que là, à l'Élysée, ça a dû chauffer pour l'industrie pharmaceutique. On se dit qu'il y a eu des leçons qui ont dû être tirées, qu'on leur a demandé de se mettre aux normes, d'abonder ce fonds, Bon. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lit le lendemain dans Les Échos, dans la voix d'Olivier Brandicourt? Les mesures du gouvernement sont très encourageantes. Autrement dit, la puissance publique n'est pas venue mettre là une limite à la puissance économique. Et on le sait, qui est l'ami de M. Macron? C'est Serge Weinberg, le PDG de Sanofi, qui l'a fait rentrer à la banque Rothschild. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente. Cet article 1er s'inscrit dans la logique qui... Donnons à tous la victoire de l'équipe de France à la finale de la Coupe du monde de football. Je veux remercier les joueurs, le sélectionneur et tous ceux, notamment les bénévoles, qui ont fait vivre les clubs de football en France tout au long de l'année, partout sur nos territoires. Et je veux aussi saluer enfin ce beau moment d'unité nationale, de fierté et de joie partagée par tout le peuple de France. Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Ugo Bernalici. Allez-y, monsieur le député. Quelle compétition de dingue! Quelle victoire! Bravo, bravo et merci à cette équipe de France de football qui a remporté cette deuxième étoile. Le foot a permis de rassembler toutes les Françaises et tous les Français bien au-delà des fans. N'en déplaise à la Startup Nation, ce ne sont pas des individualités et archétypes du modèle du self-made man qui ont gagné. Non, c'est la victoire d'un collectif solidaire et fraternel qui revendique fièrement « Vive la République et vive la France ». Le modèle du sport français a permis d'être sur le toit du monde depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est le foot. Mais nous n'oublions pas le handball, le triathlon mixte dimanche dernier, le rugby à 7 féminin ou encore le volleyball la semaine dernière où nous sommes vice-champions du monde. Ce qui a fait la force de la France doit être pérennisé. Or, votre gouvernement le fragilise. Pour mémoire, le foot, ce sont 2,2 millions de personnes licenciées en France et environ 14 000 clubs amateurs. Il y a un sentiment d'urgence car chaque jour, 2 clubs mettent la clé sous la porte. Si depuis trop longtemps le sport amateur est devenu une variable d'ajustement des réductions des déficits, cette victoire est pourtant aussi la sienne. Le défi que nous devons relever, Madame la Ministre des Sports, c'est comment accueillir à la rentrée prochaine dans tous les clubs les petites Françaises et les petits Français qui auront envie de pratiquer le foot et tous les autres sports et qui seront peut-être les champions de demain qui nous feront rêver. Parce que grâce à cette victoire,
La Fédération française empoche notamment un chèque de 32,5 millions d'euros de la part de la FIFA. Son président a annoncé que 30% de cette somme serait reversée aux joueurs, mais ne dit rien sur le reste de cette enveloppe. Il faut que cette victoire profite à tous et qu'elle ruisselle sur la sphère amateur. D'ailleurs, pour le sport en général, nous constatons la baisse des subventions publiques, ainsi que la suppression des emplois aidés qui venaient utilement compléter le bénévolat. Cette année, le Centre national pour le développement du sport connaît une baisse de son budget de près de 27%, laissant un peu plus les collectivités territoriales et les associations seules face aux dépenses nécessaires. Alors, Madame la Ministre, le sport amateur n'a pas à être rentable. Il a besoin de passes décisives, même si ça coûte un pognon de dingue. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je me joins évidemment à vous ainsi qu'au Président de l'Assemblée nationale dans le message de félicitations et à bien des égards d'admiration que vous lancez aux joueurs de l'équipe de France après leur magnifique victoire dans cette compétition. Vous avez cité de nombreuses équipes, de nombreuses disciplines en insistant sur les excellents résultats français. Vous auriez pu, Monsieur le député, y rajouter d'autres sports, je pense notamment à la boxe, avec d'excellents résultats lors des derniers Jeux olympiques. Et, non sans esprit d'à propos, vous avez essayé de nourrir un propos politique général à partir de ce succès. Au fond, vous nous dites que si cette équipe est championne du monde, en dépit de notre politique, elle devrait permettre d'illustrer au fond et vos idées et vos propositions. Eh bien, monsieur le député, je voudrais dire que si nous devons nous réjouir, c'est probablement parce que, et au fond c'est dans le sens de votre question, c'est au fond probablement parce que ce qui a gagné dimanche à Moscou, c'est un système qui fait émerger l'excellence et qui l'assume. C'est un système qui est fondé sur un travail d'équipe et qui l'assume. C'est un système qui repose sur des prises de responsabilité et parfois d'ailleurs des critiques vives qui sont formulées à ceux qui font des choix. Et je salue le sélectionneur Didier Deschamps. C'est un système qui repose sur une passion française pour le football. Certains la partagent depuis longtemps, d'autres l'ont découvert plus récemment, y compris dans vos rangs, monsieur le député. Il en est en cette matière comme dans d'autres, on peut toujours y venir et c'est très bien ainsi. Mais au fond, pour conclure, monsieur le député, je voudrais dire qu'il n'y a rien de pire, vous ne l'avez pas vraiment fait, vous l'avez tenté de le faire, il n'y a rien de pire que d'essayer de faire en sorte que des sportifs ou une équipe démontrent des idées qui seraient les vôtres. Il n'y a rien de pire que d'essayer de faire en sorte de placer dans la parole des sportifs ce qu'on aimerait dire soi-même. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le député, je vais faire l'inverse. Et je vais formuler ce que j'ai entendu chez ces footballeurs qui ont fait honneur à leur pays et qui l'ont dit très tôt dans la compétition et qui l'ont dit avec une immense fierté. Vive la République, vive la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Éric Girardin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes champions du monde et nous en sommes particulièrement fiers. Notre fête nationale a joué les prolongations et s'est conclue en apothéose dimanche avec le magnifique feu d'artifice de notre équipe de France de football, venue à bout de sa campagne de Russie. Une deuxième étoile qui est fêtée depuis 2 jours dans une communion nationale par des Français de tous âges, de tous horizons. La France qui gagne, c'est bien sûr l'amalgame réussi par un grand Didier Deschamps entre des cadres expérimentés rompus aux grandes compétitions internationales et l'intégration d'une génération de jeunes joueurs talentueux. Notre équipe, moins de 26 ans d'âge moyen, a conquis le monde.
Elle succède ainsi dans sa jeunesse à celle du Brésil et du roi Pelé en 1970. Et elle n'a pas encore révélé tout son potentiel. On a pensé collectif et pas individuel, une cohésion exceptionnelle qui a contribué aux résultats que l'on connaît. Ces joueurs ont tous commencé dans des clubs amateurs, de Bondy à Roissy-en-Brie, de Mâcon à Lille. Des éducateurs n'ont pas compté leur temps pour les former et les faire émerger. Le président Emmanuel Macron les a mis à l'honneur hier en rappelant qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Le talent est inné, mais le champion se construit par le travail, l'expérience et la formation. Cette formation à la française est reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, on excelle et on forme différemment au Havre, à Rennes, à Auxerre, à Sochaux, à Monaco et ailleurs. Chaque formation a sa propre identité. Elle correspond aux besoins du football moderne. Technique comme Griezmann, vitesse comme Mbappé, puissance comme Pogba ou endurance comme Kanté. Il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai été à l'initiative de la création d'un centre de formation pour un club professionnel de basket de haut niveau que j'ai cofondé. Le plus dur pour nous, dirigeants sportifs, c'est de conserver les talents émergents dans les clubs ayant contribué à les faire éclore. Madame la ministre, comment mieux protéger les résultats de la formation à la française? Comment garder nos jeunes pépites? N'est-il pas l'heure de lancer... La parole est à Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs à l'Assemblée, merci pour cette équipe de France. Effectivement, 2 étoiles et aujourd'hui 2 questions et je suis ravie pour le sport. Chacun de ces joueurs a commencé dans un petit club, vous l'avez dit, parce qu'ils ont cru à lui, parce que l'on a détecté et formé. Et aujourd'hui, ils sont champions du monde. Vous soulevez ce sujet pertinent de la réforme de la formation dans le sport professionnel que j'ai récemment évoqué avec Muriel Pénicaud. Au-delà du football, près de 2600 sportifs sont sous convention de formation dans les, écoutez la réponse, dans les 116 centres de formation agréés des disciplines de basketball, de football, de handball, de rugby, de volleyball. La formation dispensée repose à la fois sur un cursus sportif, mais également sur un projet professionnel pour l'après-carrière. Il nous appartient en effet de renouveler aujourd'hui le cahier des charges des centres de formation sur 5 objectifs. Garantir l'acquisition des compétences globales des jeunes sportifs, accroître l'autonomie financière des centres de formation en réduisant la pression sur les finances publiques locales, mieux réguler la démographie des centres de formation, garantir un haut niveau de qualité en matière de suivi de la santé des sportifs et accompagner la reconversion des sportifs qui ne passent pas par le cap du professionnalisme. La formation dans le sport constituera un plan dédié du PGL, loi sport et société. Dans cette perspective, je vous annonce le lancement à la rentrée de la mission parlementaire sur le thème de la formation pour le sport professionnel. Merci.